Bonjour à toutes et à tous. Je sais que c'est samedi et qu'une bonne majorité parmi vous a l'intention de se reposer. Mais je vais être très bref. En effet, cette vidéo vient à la suite d'une précédente dans laquelle j'invoquais l'équilibre social et par extension l'équilibre politique afin que cela puisse nous inspirer un modèle de développement. Il est vrai que pour illustrer mes propos, je me suis mis en scène en faisant la vaisselle. Beaucoup d'entre vous ont vu comme une façon ostentatoire de vouloir invoquer un sujet qui, selon certains, est une façon d'importer une culture. Tout de suite, je voudrais vous dire, l'équilibre social, l'émancipation n'est pas une culture qui appartient à qui que ce soit. C'est juste un modèle de savoir-vivre. Mais je vais aller très vite dans le sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'impliquer la femme dans son entièreté dans tous nos processus de développement? Développement humain, développement social, développement économique, tous les processus de développement. Alors, il est vrai que récemment, le principe de Rio a approuvé le rôle de la femme dans le développement durable de nos sociétés. Mais nous irons pas à pas. Nous irons pas à pas pour parler du rôle social de la femme. D'abord, nous allons parler de la pauvreté et de la corruption. Pour beaucoup d'entre vous, la pauvreté est une cause. Mais je vous dis que c'est faux. La pauvreté n'est pas une cause. La pauvreté, en réalité, est un effet. La pauvreté est un effet dont les causes sont le chômage, le déficit de formation, les inégalités sociales et l'ignorance des valeurs intrinsèques. Les causes de la pauvreté sont le déficit de la formation, le chômage, les inégalités sociales et l'ignorance des valeurs intrinsèques, l'acculturation. Alors, à partir de ce moment, au menu des inégalités sociales, nous pourrons inclure la corruption. Alors, qu'est-ce que c'est que la corruption? La corruption, c'est simplement une pratique. C'est un ensemble de pratiques qui deviennent institutionnelles. Et quand je parle d'institution, je ne veux pas parler d'un gros bâtiment avec des personnes en costume et cravate. Non. Je veux parler d'institution en parlant d'établissement, de création. Alors la corruption, ce sont des pratiques sociales qui se sont établies avec le temps et qui sont devenues hégémoniques. Et je vais vous donner un exemple très simple. Chez nous au Bénin, ou en Afrique de façon générale, quand on vous appelle un matin et qu'on vous dit « Je prie Dieu pour que toutes celles et ceux qui ont encore leur mère en vie aient longue vie », mais quand on vous appelle et qu'on vous dit que votre parent est décédé, tout de suite, vous avez un sentiment de tristesse. Vous pleurez. Mais dès que ce sentiment de tristesse passe, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, qu'on devient lucide, on dit, bon ok, on s'en va mettre le parent à la morgue. Le parent se retrouve à la morgue, on fait une réunion familiale et nous décidons de la date d'enterrement et des modalités d'enterrement. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans la façon d'enterrer chez nous, en Afrique.
Et la première action, juste après cette réunion familiale, c'est que nous faisons des cartes. J'oublie un peu le nom de ces cartes-là, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait ou que je n'ai pas rencontré. Mais nous faisons des cartes sur lesquelles on met tel parent est décédé, qui sera enterré à tel jour, à tel endroit, blablabla, bla, 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 tout ce qu'il faut faire, la messe, les réceptions et tout le bazar. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que quand nous faisons ces cartes-là, beaucoup d'entre nous, même les initiateurs, n'ont même pas encore les ressources nécessaires pour répondre aux besoins financiers que suscitent les activités qui sont inscrites dans la carte. Mais ils le font. Pourquoi? En raison d'une certaine pratique qui veut que quand mon parent est décédé et que je vous envoie une carte comme ça, que vous souscrivez financièrement à ces activités-là. Alors, compte tenu de cette pratique, nous édictons des cartes que nous envoyons et ces cartes nous reviennent avec des enveloppes financières. Alors, imaginons que je sois un douanier, que ma belle-mère soit décédée et que j'ai eu recours à cette pratique-là. Et plus tard que je me retrouve à Ila-Kondi. Je me trouve à Ila-Kondi et une des qui m'a aidé entre-temps, toujours dans le cadre de cette pratique-là, passe avec des produits prohibés. Cette personne viendra me voir et me dira, eh bien Richard, écoute, je dois faire passer mes colis, mais sachant qu'au nom d'une certaine pratique instituée qui est entre nous, que je ne peux plus lui dire non, parce que lui dire non reviendrait à lui imposer les taxes qu'il faut, que je vais récupérer au nom de l'administration fiscale, les reverser dans les caisses de l'État pour que ces taxes-là puissent servir dans la répartition des richesses afin que chacun d'entre nous puisse bénéficier. Mais au lieu de ça, je vais dire, puisqu'au nom d'une certaine pratique qu'il y a entre nous, je ne peux pas lui imposer les taxes, je dois lui être reconnaissant au nom de cette pratique-là, eh bien je lui dirai, donne-moi 100 000 et fais passer ton affaire. Je prendrai 100 000 francs pour mes poches. Alors, voilà le jour où la corruption est née. Voilà le jour où la corruption est née. Et vous me direz, mais la société, les gens sont pauvres, comment est-ce que vous voulez qu'ils... Et c'est là que je vous dis, mais oui, bien sûr que vous êtes pauvres. Nous sommes pauvres parce que nous demandons à la moitié de la population de rester à la maison, ou même à la majorité, ou 70% de la population, de rester à la maison. Je ne sais pas s'il y a eu rupture statistique récemment, mais nous demandons à une bonne partie de la société de rester à la maison, alors que nous irons leur chercher de quoi vivre. Alors nous disons, notre conception de la femme, c'est uniquement dans l'optique que, et quand je dis notre conception de la femme, je ne peux pas parler, je ne suis pas en train de parler de deux ou trois citadins qui se retrouvent en ville et que compte tenu des aléas de la ville, sont obligés de laisser passer, même s'ils ont l'intention. Toutes les personnes qui me disent, qui refutent ce que je dis, ont bien l'intention d'avoir ce qu'ils appellent stabilité familiale, c'est-à-dire une femme à la maison qui garde des enfants, alors qu'eux, ils s'en vont travailler. Et ce n'est pas parce qu'ils ont l'intention d'aller travailler, c'est parce que, comme tout homme, nous avons l'intention non seulement de travailler, mais de profiter des bonnes occasions de la vie, des bonnes chairs qui sont le long de nos routes. Bon. Alors, nous arrivons à ces situations parce que nous disons à la moitié de la population, non, mais vous n'avez pas besoin d'aller travailler, vous restez à la maison. Et ça se fait encore dans nos villages, dans nos contrées. Alors, donc, quand je parle d'Africains, de Béninois, je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans nos villes. Je parle de la majorité qui se trouve dans nos villages et autres, qui, au nom d'une certaine tradition, disent, écoutez, les femmes doivent rester à la maison.
Ou même si elles doivent faire des petites affaires, mais ce serait peut-être devant la petite porte et pas loin que ça. Mais leur rôle le plus important, c'est plutôt de garder les enfants. Alors, je ne suis pas en train de dire comme Emmanuel Macron qu'il ne faut pas que les Africains fassent des enfants. Mais pourquoi faisons-nous des enfants? Est-ce que nous les faisons juste dans le but que nos parents au village disent, bon écoute, maintenant qu'il est directeur ou maintenant qu'il a fini ses études, il a quand même un enfant? Ou nous faisons des enfants dans le but d'avoir une famille à laquelle nous allons apporter beaucoup d'amour et en recevoir aussi par ailleurs. Alors, moi je dis, vous demandez à 70% de la société ou à 50%, la majorité, la moitié de la société de ne pas travailler, alors qu'une autre moitié veut travailler pour résoudre les problèmes de l'autre moitié et ensuite de tout ce qui découle, donc des enfants. Ce qui est impossible. Donc, inévitablement, ça nous conduira à des situations de précarité, d'insuffisance. Et là, vous allez me dire, mais écoutez, même si nous demandions à nos femmes d'aller travailler et autres, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Mais c'est faux. Il y a beaucoup à faire. Il y a tellement à faire chez nous en Afrique et au Bénin que tous les produits que nous consommons viennent de la Chine. Les t-shirts Drogba et Messi et machin sont produits en Chine. Alors, dites-moi qu'il n'y a rien à faire et je vous dirai pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'élire un homme d'affaires président de la République au lieu de faire en sorte que l'investissement privé soit sécurisé, de façon à ce que ces personnes-là, l'État puisse leur proposer de se diriger vers d'autres secteurs d'activité qui puissent promouvoir de l'emploi pour l'ensemble. Le président Patrice Talon avait bien des moyens qu'il pouvait mettre à disposition. Ouvrir un très grand salon de couture qui va employer des milliers, des centaines de milliers de personnes dans lesquelles les femmes qui seront formées sur le tas pourront fabriquer ces t-shirts-là, Drogba, Messi, machin, qu'on est obligé d'aller acheter en Chine. Les pièces de véhicules qui sont fabriquées avec du tôle, qu'on va acheter en Chine, qu'on met dans nos véhicules et qui 3 jours après se gâtent, ces pièces-là, nous pouvons très bien les fabriquer à partir de prototypes. Alors, la Chine n'a pas créé le monde. Elle a juste utilisé ce qu'elle est venue trouver dans le monde, ce qu'elle a trouvé chez ses voisins, elle a juste utilisé. Elle a commencé à faire des choses assez fausses. Et aujourd'hui, avec le temps, elle a commencé à se perfectionner parce qu'elle a commencé à avoir des revenus importants qu'elle a automatiquement réinvesti dans son économie. Alors, moi, je voudrais vous dire tout simplement que cette vidéo est très courte. Je ne peux pas explorer tous les facteurs que je voudrais explorer pour pouvoir être davantage convaincant. Mais ce qu'il est important de retenir à travers mon ancienne vidéo, c'est que nous ne pouvons pas souscrire à un équilibre politique, souscrire à des égalités sociales, si nous-mêmes, nous sommes à l'origine dans nos foyers respectifs des inégalités familiales. C'est ça qui est très important à retenir. Si déjà dans nos foyers, nous sommes promoteurs d'inégalités familiales, mais nous ne pouvons pas promouvoir de l'égalité une fois que nous sommes dans la société ou une fois que nous sommes à la tête du pouvoir. Donc, je pense que ce qui est important à retenir de mon ancienne vidéo, c'est que nous devons prendre pour habitude, pour pratique, l'égalité au sein de nos foyers. Et l'égalité, ce n'est pas seulement, comme je le disais, la répartition des tâches, mais c'est la répartition de l'ensemble des pratiques qui concourent à la vitalité familiale. Si nous sommes habitués
à faire en sorte que l'ensemble des pratiques qui concourent à la vitalité familiale soient réparties de façon équitable et que la raison pour laquelle vous avez une famille, c'est de donner de l'amour et d'en recevoir. Je suis certain qu'à partir de ce jour-là, nous aurons lutté contre une partie de la pauvreté, du chômage, des inégalités et aussi contre les inégalités sociales et politiques. J'espère que cette vidéo viendra aplanir un tant soit peu les choses. Je vous remercie pour vous qui l'aurez suivi et je remercie ceux qui la partageront et j'espère que nous reverrons très bientôt dans une prochaine vidéo. Je suivrai au fil du temps vos commentaires et j'apporterai les réponses qu'il faut de façon substantielle. Je vous remercie, je vous prie de passer un excellent dimanche. Je suis Oro Bonnet Richard, béninois d'origine, canadien, et j'habite à Montréal. Merci.